Nous allons parler de réglementation et plus particulièrement de tout ce qui est responsabilité, assurance, licence, certificat médical, tous ces aspects qui concernent le quotidien du plongeur en général et du guide de palanquet en particulier. Alors, le code du sport, il dit que le guide de palanquet est responsable du déroulement de la plongée de la palanquet qu'il dirige. Par ailleurs, il définit des règles obligatoires, notamment en termes d'équipement, de zone d'évolution et de prérogatives. Il définit également l'obligation d'une assurance en responsabilité civile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, l'obligation d'information des licenciés sur la possibilité de souscrire une assurance individuelle. Donc on va voir un peu tous ces aspects-là et essayer de les clarifier. Et donc, notre plongeur, ou vous, futur guide de palanquet, vous êtes confronté à toutes ces notions d'obligation, d'assurance en responsabilité civile, d'assurance individuelle, de responsabilité civile, de responsabilité pénale, de licence, de certificat médical. Alors, nous allons voir un peu tous ces aspects-là, tour à tour. Alors, tout d'abord, la responsabilité pénale. Donc cette responsabilité, elle est engagée en cas d'acte qui constitue une infraction définie par la loi ou par un règlement. En particulier, évidemment, un manquement à une règle de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par un règlement. Alors, elle peut être engagée lorsqu'il y a une violation délibérée, volontaire. Alors évidemment, dans ce cas-là, il y a un facteur aggravant, vous vous en doutez bien. Mais ça peut également être engagé lorsque cet acte est involontaire. Le fruit d'une maladresse, d'une imprudence, d'une inattention ou d'une négligence. Et dans ce cas, il y a sanction. Ça peut aller de l'amende à l'emprisonnement. Et cette responsabilité pénale est engagée qu'il y ait ou pas préjudice. Par exemple, si un moniteur emmène un préparant niveau 1 à 50 mètres, que le préparant niveau 1 remonte en bon état, il n'y a pas de préjudice. En revanche, le moniteur a enfreint la règle, le règlement, le code du sport. Et à ce titre, il peut faire l'objet d'une plainte et donc sa responsabilité pénale peut être engagée. De la même façon, un pilote de bateau qui est contrôlé sans moyen de communication, idem. Dans le cadre de la responsabilité pénale, on parle également de mise en danger délibérée d'autrui. Et puis, évidemment, cette responsabilité pénale, elle n'est pas assurable. On ne peut pas couvrir ça par une assurance. On le verra après, à la différence de la responsabilité civile. Donc, comme je le disais, donc, la responsabilité pénale peut être engagée suite à un contrôle qui est aléatoire. Un bateau de la gendarmerie qui vient contrôler votre bateau de plongée, sur plainte ou sur dénonciation. Et à ce moment-là, un procès verbal est dressé et une infraction est constatée. Ça peut également, dans certains cas malheureusement, être engagé à la suite d'un accident. Et donc là également, il y a déclaration, intervention des secours, éventuellement plainte. Une enquête peut être menée, une instruction si besoin. Et que ce soit en cas de contrôle ou d'accident, il y a recherche des conditions du non-respect de la loi, établissement de la responsabilité, on passe au niveau des tribunaux et les sanctions sont déterminées. Toujours pour ce qui concerne la responsabilité pénale, trois notions sont souvent associées dans le cadre de cette responsabilité. La notion de risque accepté, qui peut éventuellement, dans le cas de plongeurs expérimentés, venir atténuer la notion de responsabilité pénale, qui suppose que les risques habituels de l'activité, en particulier de la plongée sous-marine pour ce qui nous occupe, sont acceptés a priori par les pratiquants et qu'il y a un certain nombre de risques et qu'à partir de là, qui dit risque peut dire éventuellement problème. Évidemment, ce type de risque accepté, autant on peut considérer que entre plongeurs très expérimentés, on peut le concevoir. Évidemment, au niveau des débutants,
ou des mineurs, ils ne peuvent pas avoir connaissance de risques éventuels puisqu'ils ne connaissent pas suffisamment bien l'activité. Et en particulier pour les mineurs, eux, évidemment, ça ne peut pas être considéré. L'obligation de moyens. Alors l'obligation de moyens, il est évident qu'on demandera, en particulier à un guide de palanquet, de tout mettre en œuvre pour éviter un incident ou un accident. Hein, et évidemment, dans tous les cas, cette obligation de moyens doit être respectée. Alors, tout mettre en œuvre, ça veut bien évidemment dire respecter les textes, faire attention à son plongeur ou à sa palanquée, mais ça veut dire aussi vérifier la météo, ça veut dire aussi être bien sûr qu'on emmène des gens qui ont les bonnes prérogatives, ça veut dire aussi vérifier s'ils sont en bon état de santé, en bon état psychologique, qu'on ne va pas leur faire des choses qui ne sont pas adaptées à leur niveau. Tout cet ensemble de choses concerne l'obligation de moyens. Et puis, il y a également l'obligation de résultat qui suppose l'obtention d'un résultat donné. Donc là, typiquement, si je prends un exemple qui est en dehors de la sphère de la plongée, quand vous allez faire réparer votre voiture qui a un pneu crevé, bien évidemment, le garagiste doit mettre tout en œuvre pour réparer le pneu, mais quand vous allez le voir, il faut que vous repartiez avec une voiture avec un pneu qui fonctionne. Donc là, c'est la même façon. Donc l'obligation de résultat, par exemple, dans notre domaine, ça pourrait être de se dire, le guide de palanquet a l'obligation de ramener sa palanquée, par exemple. Alors, maintenant, la responsabilité civile. Donc, pour que la responsabilité civile soit engagée, 3 conditions doivent être réunies. Il faut qu'il y ait un fait générateur, une faute de la part d'une tierce personne, qu'il y ait une victime qui ait subi un dommage, un préjudice, qu'il soit corporel, moral, matériel, et qu'il existe un lien de causalité entre les deux, donc entre la faute et le dommage subi. Dès lors que ces 3 conditions sont réunies, on parle de responsabilité civile. 2 grandes familles de responsabilité civile. La responsabilité civile dite délictuelle, qui consiste à effectivement nuire à autrui, mais en commettant un délit, en ne respectant pas une loi, un règlement, etc. Donc en général, ça, c'est directement associé à la responsabilité pénale. Et puis la responsabilité contractuelle, qui est engagée à chaque fois quand on démontre le non-respect d'un contrat. Alors, quand on dit contrat, ce n'est pas forcément quelque chose d'écrit. C'est également, ça peut également être... Je voudrais couper ça parce que je donne un bafouille. Je recommence. Qui dit contrat ne dit pas forcément quelque chose d'écrit. Hein, ça peut être une relation qui existe entre un organisateur, ses membres ou ses clients, entre un moniteur et ses élèves, entre un guide de palanquet et les plongeurs qui l'emmènent. Hein, et donc qui est de nature à engendrer un contrat implicite passé entre les parties et qui du coup peut faire l'objet, si dommage il y a, de l'engagement de la responsabilité civile dite contractuelle. Alors par exemple, un plongeur qui fait accidentellement tomber son bloc sur le pied, et là on parlera de dommages corporels, ou sur l'ordinateur, et là on parlera de dommages matériels, un autre plongeur peut voir sa responsabilité civile engagée si on estime que, il y a bien un lien de causalité, il a bien fait tomber son bloc, sans le vouloir, sur l'ordinateur de son petit camarade, et donc à partir de là, sa responsabilité civile est engagée. À ce titre, l'assurance en responsabilité civile permet de couvrir ce type de dommages, et donc elle permet de se substituer au plongeur qui a fait accidentellement, en l'occurrence, tomber son bloc sur l'ordinateur du plongeur, et donc réparer les dégâts, financer un remplacement de l'ordinateur. Cette assurance en responsabilité civile est obligatoire pour tous les établissements d'activité physique et sportive. Hein, c'est défini dans le code du sport. C'est également obligatoire pour la fédération, ses organismes déconcentrés, les moniteurs et les plongeurs, puisque tous peuvent voir leur responsabilité civile engagée. Alors, un petit résumé de ce que je viens de vous dire, où on met en perspective les 2 types de responsabilités, d'une part pénale, d'autre part civile. Hein, donc, la responsabilité pénale, donc on est d'accord qu'elle est engagée en cas d'infraction à la loi. Hein, et donc, c'est un dommage qui est causé à la société, puisqu'on enfreint la loi, alors que la responsabilité civile, c'est un dommage qui est causé à autrui, à un tiers, hein, du fait d'une faute. Et donc, dans le cadre de la responsabilité
pénale qui est engagée lorsqu'il y a une faute qui est consécutive à un acte volontaire ou involontaire, avec ou sans préjudice, appelle une sanction personnelle à l'encontre de la personne qui a enfreint la loi, et évidemment, elle ne peut faire l'objet d'aucune assurance. La responsabilité civile, une fois qu'on a déterminé le lien de causalité entre la faute et le dommage, il y a donc réparation de ce dommage avec mise en jeu de l'assurance. Et à ce titre-là, ça peut être soit la personne, soit la structure dont dépend cette personne qui peut être déclarée comme responsable, d'où la nécessité d'avoir une assurance en responsabilité civile, aussi bien pour les personnes que pour les structures, les clubs, les structures commerciales, les fédérations, les comités régionaux, etc. Au niveau des sanctions, il y a différents types de sanctions. Les sanctions au pénal, qui concernent donc la personne physique qui a enfreint la loi. Donc ce sont des amendes, ce sont des confiscations éventuellement de matériel, ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Les sanctions civiles, donc pour les personnes physiques ou les personnalités morales qui sont le fait du fait générateur qui a déclenché le dommage, à ce moment-là, il y a des remboursements ou des dommages et intérêts lorsqu'il y a un préjudice qu'il nécessite, en particulier un préjudice moral, et remboursement sinon des dégâts matériels. Il peut également y avoir des sanctions administratives qui, là pour le coup, peuvent se manifester sous forme d'interdiction d'exercer pour un moniteur par exemple, ou de fermeture d'établissement si on estime que ces établissements ne permettent pas de remplir l'activité dans de bonnes conditions. L'assurance en responsabilité civile, donc, comme je viens de le dire, couvre donc, ces dommages involontaires causés aux tiers. Souvent est associée une notion de protection juridique, ce qui permet de pouvoir bénéficier de conseils d'experts ou d'avocats pour voir si effectivement dans quelles conditions cette responsabilité civile est engagée et jusqu'où on est obligé d'aller, parce que des fois ça peut prendre un certain nombre de proportions. Elle est donc obligatoire pour l'ensemble des établissements d'activité physique et sportive, les fédérations, les organes, les représentants en région, les moniteurs et les plongeurs. Et elle est incluse dans la licence, donc par le biais du contrat qui a été signé entre la FFSM et l'assureur AXA. Cette assurance en responsabilité civile, vous en bénéficiez dès lors que vous êtes licencié de la fédération. L'assurance individuelle complémentaire. Alors à ne pas confondre avec l'assurance en responsabilité civile. Donc elle est également proposée dans le cadre de ce contrat de groupe qui a été signé entre la FFE-SSM et AXA, par le biais du cabinet Lafon, si certains en ont entendu parler. Elle propose 3 types de garanties en fonction du montant de police que vous payez. Les garanties s'appellent loisir 1, loisir 2, loisir 3. Elle couvre donc les dommages lorsqu'il n'y a pas de tiers responsable. C'est donc votre propre assurance pour vous. Elle bénéficie, comme c'est souvent le cas dans ce type d'assurance, de conventions d'assistance et de rapatriement associées. Quand vous êtes en voyage, vous pouvez être assisté ou rapatrié. Et la fédération, et donc les clubs, les structures commerciales, les comités régionaux, ont l'obligation d'informer les licenciés de l'existence de cette assurance individuelle complémentaire. Bien évidemment, il n'est pas obligatoire d'y souscrire. La licence. Donc, il existe 2 types de licences, la licence loisir et la licence compétition. Au sein de cette licence loisir, vous avez la licence pour les jeunes jusqu'à 16 ans et la licence pour les adultes. Cette licence, c'est donc annuelle. Elle est délivrée pour la durée de la saison sportive, c'est-à-dire à compter en général, ça se cale également sur la notion d'activité scolaire. Donc ça commence le 15 septembre de l'année en cours. Elle se termine une année après, c'est-à-dire le 14 septembre de l'année qui suit pour ce qui concerne les licences compétition. En revanche, pour les licences loisirs, elles vont jusqu'au 31 décembre de l'année d'après, ce qui permet de coller au calendrier des clubs, des structures, des membres, etc. Donc cette licence est obligatoire
sauf dans le cas des baptêmes, du pack découverte, de la randonnée subaquatique encadrée, du plongeur première étoile de mer, donc les niveaux pour les petits plongeurs, les jeunes, et le pass collectif jeune. Hein, sinon, pour tout le reste des activités, elle est obligatoire. Alors, cette licence matérialise votre appartenance à la FFE-SSM, et donc elle permet de participer à l'ensemble des formations proposées par l'ensemble des commissions de la fédération, de passer donc à ce titre les brevets de plongeurs et de moniteurs, de participer aux compétitions organisées par les clubs, les comités et les commissions de la FFE-SSM, de participer à l'ensemble des activités fédérales, y compris les assemblées générales. Hein, il faut être licencié pour cela. Ça permet de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. De solliciter un mandat électif au sein de la Fédé. Si vous n'avez pas de licence, ce n'est pas possible. Et, comme je disais tout à l'heure, de bénéficier de l'assurance en responsabilité civile qui est donc incluse dans cette licence et, de façon optionnelle et donc non obligatoire, de l'assurance individuelle complémentaire. Autre document important, le certificat médical. Donc il est valable 1 an, sauf pour les enfants de moins de 12 ans pour lesquels la durée de validité de ce certificat peut être déterminée différemment par le médecin qui le délivre. Il est obligatoire, sauf, un peu comme pour la licence, pour des activités que sont le baptême, le pack découverte, la randonnée subaquatique encadrée et la première étoile de mer. Donc le médecin qui délivre ce certificat médical doit éventuellement avoir une qualification spécifique en fonction du niveau de pratique et du profil du plongeur concerné. Hein, tout cela est précisé notamment dans le manuel des formations techniques et dans le règlement de la commission médicale et de prévention. Par exemple, un adulte qui pratique la plongée sans préparer particulièrement de brevet, le certificat médical peut être délivré et signé par un médecin généraliste. Lorsqu'il s'agit d'un adulte qui prépare le niveau 1 également, par contre, à partir du niveau 2, il faut que ce soit un médecin du sport, soit un médecin fédéral, soit un médecin diplômé de médecine subaquatique. De la même façon, pour les enfants de moins de 14 ans, sans diplôme, il faut également que ce soit un médecin fédéral ou un médecin diplômé de médecine subaquatique. En revanche, pour les enfants de plus de 12 ans, dès lors qu'ils ont le niveau 1, à ce moment-là, ça peut être un médecin généraliste. Ce certificat médical, il existe un formulaire type qui est téléchargeable sur le site de la fédération, qui est recommandé parce qu'il correspond bien à notre activité, pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Donc ça, ce tableau que vous voyez maintenant est donc l'annexe du règlement de la commission médicale qui définit pour tous les cas de figure, dont ceux que je viens de vous énoncer, quel type de médecin peut délivrer quel type de certificat médical. Et donc quand la case est rouge, ça veut dire que ce type de médecin ne peut pas délivrer de certificat médical. Par exemple, un plongeur préparant le niveau 2 ne peut pas avoir de certificat médical délivré par un médecin généraliste. Alors, d'autres choses comme ça qui concernent également le plongeur et le guide de palanquet, et puis plus tard le moniteur. Il y a également la lutte contre le dopage. Hein, donc c'est du devoir de l'ensemble des fédérations, et en particulier de la fédération de plongée, d'y veiller. Hein. C'est clairement mentionné dans le code du sport, il y a tout un chapitre là-dessus. Et donc tout sportif doit s'assurer de ne pas prendre une substance interdite qui fait partie d'une liste officielle publiée. Donc il faut dans ce cadre-là faire attention lorsqu'on suit des traitements ou qu'on prend soi-même des médicaments, en particulier tout ce qui est corticoïdes ou stimulants, puisque dans un certain nombre de cas de figure, ça n'est pas autorisé. Par exemple, pour passer un certain nombre de niveaux, ça pourrait faire l'objet de contrôles antidopage qui sont possibles, et donc ces substances peuvent être décelées. Donc à ce titre-là, si ces substances sont prises dans le cadre de traitement, il faut demander des autorisations d'usage. Évidemment, si dans le cadre de ces activités qui proscrivent l'utilisation de ce type de produit, vous êtes contrôlé positif, et ben à ce moment-là, il y a des procédures disciplinaires qui sont engagées au niveau de la fédération, qui peuvent aller du simple avertissement jusqu'à la radiation complète.
Voilà, j'en ai terminé pour ce chapitre de la réglementation consacré aux obligations, assurances, licences, etc.